Bonjour à tous, je suis Caroline Bindel, ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers, mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste. Parfois seulement. Aujourd'hui, je reçois Amélie Chaléa, fondatrice de la marque Allez l'amour. Si son nom ne vous dit rien, rendez-vous sur son compte Instagram. Vous y découvrirez le quotidien d'une femme, mère de 2 enfants, le quotidien d'une magnifique famille recomposée et multiculturelle, le quotidien d'une femme entrepreneuse. Avec son compagnon Hamza, il relève le défi de lancer une marque responsable et solidaire et prouve que l'amour fait vivre et qu'il triomphe de tout. Des épreuves telles que l'extrême prématurité de leur fille Scheherazade, des préjugés ou des différences culturelles. Venez prendre un shoot d'optimisme et de bonne humeur avec nous. Bonne écoute. Amélie, bonjour. Bonjour Caroline. Je suis hyper heureuse de t'avoir à mon micro car ça fait de longs mois que je suis ton compte Instagram. Alors c'est grâce à Elsa Wolinski à la base, à un moment de ta vie où elle nous avait parlé d'un combat que tu menais avec Hamza, ton compagnon, pour la survie de votre merveilleuse petite fille Scheherazade, née prématurément. Donc je crois que ce jour-là, elle avait dû dire envoyez-leur des bonnes ondes, de l'amour. Voilà. Elle nous a beaucoup soutenus, Elsa. Et je me suis retrouvée sur ton compte comme ça. Cette histoire, tu l'as beaucoup racontée, on ne va pas y revenir forcément aujourd'hui ou alors juste entre les lignes. Ton compte, je lui suis toujours depuis. Alors si à l'époque c'était par empathie avec l'envie folle de vous envoyer des bonnes ondes et que vous gagnez ce combat, ce qui est le cas aujourd'hui, as-tu une idée de ce qui fait qu'on reste après As-tu conscience de ce qui émane de toi, de ce qui fait de toi aujourd'hui une influenceuse ? Alors c'est une très bonne question et c'est une question que je me pose souvent. Parce que c'est vrai que je me rends compte que la plupart de la communauté est arrivée par empathie face à l'épreuve qu'on a traversée à travers la prématurité de notre fille qui est extrêmement prématurée. Et en fait, moi, ce que j'essaye de faire avec mon compte Instagram, c'est de parler de la vie d'une mère, d'une femme et d'une famille recomposée, multiculturelle, aujourd'hui, en 2022 en France. Donc ça fait pas mal de sujets. Alors évidemment, je parle aussi beaucoup de prématurité parce que c'est une expérience de vie qu'on a vécue et il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais bon, beaucoup de gens, on m'a déjà fait la réflexion en disant t'as beaucoup raconté Scheherazade de la prématurité, donc ça a aidé beaucoup de parents quand tu étais à l'hôpital ou juste après la sortie de l'hôpital parce que ça donne un exemple positif et du coup ça leur donne de l'espoir, donc ils s'accrochent. Mais maintenant que Scheherazade grandit et qu'elle va bien, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir raconter ? Et c'est là où je réponds souvent que, en fait, je raconte pas que de la prématurité. Et ensuite, cette histoire de prématurité, pour moi, elle résonne pas forcément qu'avec des parents qui ont vécu la prématurité, parce que c'est une histoire d'une famille qui fait face à une difficulté et qui la surmonte. Donc, c'est quelque chose d'assez universel. Il y a aussi le fait qu'un parent de prématuré reste parent de prématuré à vie. Je pense et je reçois beaucoup de messages comme ça, de mamans notamment qui me disent moi, voilà, mon fils il a 20 ans, il va hyper bien, mais j'oublierai jamais le son du scope de la réa, le son des machines. Et du coup, ces histoires résonnent toujours quelque part parce que ça change complètement la parentalité et le rapport à son enfant. Et moi, ça m'a complètement changée en tant que femme, ça m'a complètement désarçonnée sur plein de choses, sur mon positionnement social, sur mon job que j'ai quitté pour monter ma marque, sur mon rapport à mon corps qui a été profondément marqué par ça. Alors, c'est déjà le cas quand tu es maman, mais là, en plus, avec cette épreuve, c'était particulier. Dans le couple, dans la famille, dans le rapport à l'autre enfant. Donc, j'essaye de raconter tout ça. Et pour répondre à ta question, puisque là, ma réponse est extrêmement longue, donc mais on adore, je bois tes paroles. Non, ce que j'essaye de faire, c'est de raconter la vie quotidienne d'une femme mère aujourd'hui et d'essayer de diffuser un message positif. Oui,
on peut vivre ensemble même si on a des origines différentes. Oui, on peut retrouver l'amour même si on pense qu'on le retrouvera jamais, qu'on est mère célibataire et qu'on galère. Et puis d'ailleurs, c'est pas obligatoire de retrouver l'amour et on peut aussi être très bien toute seule et on n'est pas obligé d'être validé par le fait d'être en couple. Oui, on peut avoir 15 kilos de plus que ce qu'on avait, j'aime pas dire en trop, mais de plus qu'avant ce qu'on est notre bébé et essayer d'épouser ce nouveau corps et de se sentir forte et puissante dans ce nouveau corps. Et on peut surmonter des épreuves parfois dramatiques, parfois à l'hôpital et la vie continue après malgré les choses difficiles qu'on peut traverser, quoi. Oui, alors effectivement, tu as fait une réponse et tu as répondu en partie à certaines des questions qui vont venir parce qu'évidemment, on va revenir sur ta carrière avant, sur le changement radical d'orientation, cette marque Elle est l'amour qui voit le jour. Mais si je posais cette question, c'était aussi pour comprendre qui tu étais au-delà de ce CV remarquable au demeurant. Est-ce que ado ou plus tard, tu étais ce qu'on appelle une meneuse ? Je sais pas si j'étais une meneuse ado. Alors, j'ai le souvenir, peut-être, il faut que je remonte. Alors, petit enfant, mais genre jusqu'au primaire, tu vois, j'étais extrêmement timide. Mais extrêmement timide. C'est-à-dire, j'avais peur de parler aux gens. Moi, je suis fille unique. J'ai failli avoir une sœur jumelle qui n'est pas née. Donc, peut-être ça raconte aussi quelque chose sur moi, cette gémellité qui n'a pas existé au final. Et j'avais peur d'aller vers les gens, j'avais pas tellement de copains à l'école. Quand la maîtresse m'interrogeait, je devenais toute rouge et tout ça. Mais je me rappelle d'une fois, je vous jure que je n'invente pas cette anecdote, elle est vraie. Il y avait un petit garçon en primaire qui m'embêtait tout le temps, genre qui me tirait les cheveux, me soulevait les jupes. Bon, alors tout le monde disait il est un peu amoureux de toi. Je suis là, ok, mais c'est désagréable. Enfin, il peut arrêter de me faire chier, par exemple. Mais bon, j'étais très timide, donc je me rebellais pas trop. Et un jour, il a vraiment levé ma jupe, mais très haut, devant tout le monde dans la cour de récré, quoi. Donc tout le monde a rigolé en regardant ma culotte. Franchement, j'étais trop mate. Je lui ai décollé une droite. Donc je fais pas l'apologie de la violence. Il ne faut pas répondre au harcèlement par la violence. Mais je te jure que cet acte, et en fait, après, il a pleuré, il s'est excusé. Donc malheureusement, c'est un acte de violence qui a conduit à ça. Mais ça m'a donné quelque part confiance en moi. Enfin, il y a eu un côté du genre, non, en fait... j'ai le droit aussi de mettre une barrière, un nom ou de mettre une limite pour exister. Donc là, je te parle de mon enfance. Et ensuite, ado, je sais pas si j'étais meneuse, mais j'étais plutôt la nana un peu bizarre, quoi. C'est-à-dire que à la fois, je pouvais être première de ma classe en terminale S, mais aller me faire des dreadlocks et apprendre à faire des bolasses dans la rue à Bordeaux. Tu vois, place Sainte-Catherine, quoi. Enfin, il y avait un truc un peu bizarre où j'étais un peu bénévole dans des festivals de musique un peu alternatifs, à écouter les Ogres de Barbac en boucle, qui est quand même très à gauche, très punk à chien et tout ça, alors que j'étais dans un cadre plutôt bourgeois, Bordeaux, études supérieures, codérant tennis, tu vois. Je me mettais un peu toujours à côté de l'endroit où j'étais vraiment. Quand je disais meneuse, c'était pour faire un parallèle avec influenceuse. Peut-être à cette période-là, tu penses que tu n'aurais pas été influenceuse ? Non, parce que je sais pas si les gens avaient très envie de me ressembler. Plutôt, ils me regardaient en me disant, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là ? D'ailleurs, quand je suis rentrée en école de commerce, c'était un peu la running joke. Ouais. Parce que, alors, je dis que j'étais pas meneuse, mais quand je suis arrivée en école de commerce à Reims, j'ai quand même très vite fait partie du BDE et j'étais vice-présidente du BDE. Donc quand même, j'avais envie de faire des trucs, quoi. Mais c'était pas envie pour que les gens me suivent ou même. C'était plus pour pas m'emmerder, pour faire des trucs, pour essayer des trucs nouveaux. Tu vois, c'est comme quand tu vas apprendre à faire des bolasses dans la rue quand t'es en classe prépa. C'est trop bizarre, en fait. Mais j'adorais ce décalage. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé. Donc ça peut intriguer les gens. Je pense pas qu'en école de commerce, il y ait beaucoup de gens qui voulaient me ressembler à cette époque-là. Surtout qu'il y a... j'avais pas une super bonne réputation, moi, en école de commerce, dans le sens où j'avais quand même une sexualité assez libérée et que c'est très mal vu dans ces milieux-là quand t'es une fille. Donc j'étais un peu la salope de l'école de commerce, hein, si je parle honnêtement. Si j'étais un garçon, je pense que j'aurais eu on m'aurait dit que j'étais un don Juan. Voilà. Bien sûr. Donc j'ai failli être un don Juan, mais j'étais une salope. Bref. Donc non, j'étais pas une liseuse dans le sens où j'avais pas une image désirable ou auquel la majorité avait l'envie de ressembler à cette époque-là. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, par contre, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés en école de commerce
qui me suivent sur Instagram et que je retrouve via Instagram et qui sont beaucoup plus en phase. Enfin, j'ai l'impression qu'ils s'identifient beaucoup plus à ma vie aujourd'hui. Donc, je ne renie rien. Et c'était quand même des années où j'ai énormément appris, où j'ai construit ma personnalité aussi. Mais oui, disons que j'étais curieuse. Je ne sais pas si j'étais leaduse et je ne sais pas si j'aurais été influenceuse à l'époque. Ou alors j'aurais inventé un nouveau type, pas d'influence, mais tu vois, une nouvelle trend, quoi. On sent quand même un fort caractère. Hein. Donc ce caractère qui t'a permis de mener de front une carrière, on le disait, une vie de mère célibataire, d'un merveilleux ado, prénommé Léonard. Et puis évidemment l'épreuve en néonate. Jusque-là et avant ça, ta vie était celle d'une Parisienne plutôt très indépendante, travaillant dans la com, dans un grand groupe de cosmétiques, plutôt sur les rails, quoi. Ouais, j'avais une vie très sur les rails. Comme je t'ai dit, j'ai fait mon école de commerce. J'étais toujours curieuse d'une autre vie ou d'autres choses. J'essayais toujours de sortir un peu de la case. Mais au final, on va pas se mentir, j'étais quand même beaucoup dans les cases. C'est-à-dire, j'ai fait ma classe prépa, mon école de commerce. Au début, je voulais travailler dans la culture. J'ai fait des stages au Musée du Louvre. C'était extrêmement intéressant. C'était les stages les plus passionnants que j'ai fait. Mais en cherchant un boulot, je me suis rendu compte que la culture payait très mal. Je me suis retrouvée chez L'Oréal un peu par hasard parce que je faisais un mémoire sur le mécénat d'entreprise. Il se trouve qu'ils m'ont proposé un stage qui s'est transformé en job et puis je suis tombée enceinte pendant mon stage. Donc du coup, je suis rentrée chez L'Oréal qui est quand même une grosse boîte. J'ai passé 12 ans là-bas. J'ai fini sur des postes de DIRCOM de très 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 jolies marques. Et j'ai construit ma carrière là-bas tout en étant mère célibataire. Donc oui, si tu veux, ma vie, elle était sur les rails. C'était pas forcément facile, parce que c'est pas facile de monter sa carrière, d'être mère célibataire à 27 ans et de devoir assurer sa carrière en même temps. Donc on vivait un peu dans un 35 mètres carrés avec Léonard, que j'avais tout le temps, sauf un week-end sur 2, la moitié des vacances scolaires, et je devais partir en déplacement. Donc ça demandait des ajustements, mais il se passait rien de très grave dans ma vie. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'était génial, quoi. Moi, j'ai adoré ces années. C'était à la fois dur et génial. C'est-à-dire que c'était exigeant, mais j'ai construit ma carrière, donc j'ai gagné de plus en plus d'argent. Donc plus ça allait, plus l'appart était grand. J'ai travaillé sur des projets fascinants. Enfin, je travaillais pour L'Oréal Paris sur des festivals de Cannes, des Fashion Week. Après, sur Kérastase, une marque qu'il fallait complètement réinventer, où j'ai travaillé avec Emilie Ratajkowski, etc., où on imaginait des plans de com assez fous, qui ont marché en plus, qui sont traduits d'un point de vue business. Mon fils a grandi, mon fils il est extraordinaire. Enfin, j'ai trop de chance d'avoir Léonard. Donc oui, je correspondais un peu à l'archétype de la Parisienne, un peu indépendante, qui est mère célib, mais qui prend des nounous pour sortir et faire la fête. J'étais très fêtarde, très mondaine, quoi. Je sortais beaucoup et j'adorais ça. J'ai toujours adoré la nuit, pour le coup. Alors maintenant, c'est quelque chose qui a profondément changé, mais vraiment, je me définissais beaucoup par ça. Et voilà, des bandes de copains, du travail, des voyages quand même pour aller faire du surf au Maroc. Et oui, j'étais un peu l'archétype de la Parisienne pour laquelle ça roulait. Il y avait des trucs durs, mais bon, pas dur, quoi, tu vois. En fait, ce que je voulais chercher à comprendre, c'est d'où venait cette force incroyable, parce que quand je t'ai découverte, donc c'est au moment d'une terrible épreuve, donc la prématurité, l'extrême prématurité de ta fille Sherazade, la mort qui rôdait autour de vous, et toi, tous les jours, tu trouvais la force évidemment de t'occuper d'elle. Je me souviens de tas de peau à peau en venant dans la voiture, j'écoutais une émission sur Inter qui parlait de la caresse, parce que la caresse est vitale, et le premier exemple qu'ils ont donné, c'est l'importance du peau à peau chez les enfants prématurés. Et tu trouvais la force d'alimenter ton compte Insta pour donner des nouvelles, sans doute pour recevoir un max de force et d'amour, j'imagine aussi, même si ça venait d'inconnus. Où tu as trouvé cette ressource ? Enfin, j'imagine que tu ne le savais pas toi-même à ce moment-là. On ne sait pas comment on réagit. Aucune idée. En fait, c'est touchant parce qu'il y a aussi plein de gens. Alors, j'échange beaucoup avec les gens qui me suivent sur Instagram, enfin ma communauté. Mais je rencontre aussi des gens dans la vraie vie et souvent, c'est très émouvant ces rencontres parce que je vois dans leur regard qu'ils disent « Waouh, ils sont forts ». Et puis souvent, ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas que sur moi, c'est aussi pour Hamza et bien c'est sûr. Beaucoup pour Sherazade qui est la vraie héroïne de cette histoire. Parce qu'à la fin, c'était elle dans la couveuse qui était branchée de partout et je savais même pas que c'était possible en fait. Une telle force ? Une force de vie comme ça, je sais pas en fait. Enfin, en fait, ma force, elle est venue d'où ? Elle est venue d'elle. Enfin, c'est elle qui m'a portée, hein. C'est pas l'inverse, hein. En fait, les événements, ils s'enchaînent, donc tu fais. En fait, t'as pas le choix, donc tu fais autant que tu peux.
tu fais autant que tu peux. Moi, ma fille, elle m'a donné une leçon de vie immense. Après, je vais pas te mentir, c'était terrible. Et 24 heures après sa naissance, moi, je me suis dit que j'y arriverais pas. Enfin, que je pouvais même plus marcher. Tu vois, je marchais pliée en deux, là. Parce que j'avais une césarienne, puis j'étais traumatisée comme une mamie, quoi. Et je me rappelle aller la voir en néonate, en chaise roulante, et je voyais des nanas sortir de néonate, tu vois, habillées normalement, un peu maquillées, jolies, contentes d'avoir vu leur bébé, même s'ils étaient en néonate. Et j'ai regardé, je disais, mais ces nanas, c'est les nanas les plus fortes de l'univers, c'est Beyoncé. En fait, on parle de Beyoncé, mais il faut parler de ces nanas. C'est elles, en fait, qui sont hyper fortes, tu vois. Comment tu fais, en fait? T'as ton bébé entre la vie et la mort, tu marches, tu te maquilles, tu parles. Je me disais, mais comment je vais faire même pour aller rentrer dans une boulangerie, commander un croissant, tu vois? Je peux plus, en fait. Par les gens, je peux plus interagir, je peux plus rien faire. Qu'est-ce qui a fait que ça a tenu? Le fait qu'elle soit en vie me forçait à tenir, en fait. Parce qu'à un moment, il fallait lui faire honneur aussi et être là pour elle. 2, Hamza, qui est resté de A à Z. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un papa à qui il arrive ça n'a pas un congé paternité aussi long que la maman, donc il a le droit à 1 mois, ce qui est déjà bien, mais si tu veux, quand ton enfant naît 3 à 4 mois avant, c'est pas assez, parce que la maman se retrouve toute seule à l'hôpital avec un enfant entre la vie et la mort. Pareil, quand on était en grossesse patho, il a fallu se battre pour qu'il reste dans ma chambre, parce qu'on voulait l'envoyer à l'hôtel ou dans un truc à côté. Je disais, mais en fait, sa fille qui est dans mon ventre, c'est sa fille. Elle est entre la vie et la mort. Et moi aussi, par ailleurs, parce que je faisais une hémorragie. Donc, on va rester ensemble. On a réussi à rester ensemble, mais c'était un combat, je vais pas te mentir. Après, voilà, l'hôpital, le personnel fait comme ils peuvent, avec les moyens qu'ils peuvent. Donc, c'est des décisions qui doivent être prises très en haut et surtout qui doivent être accompagnées de moyens. Ça sert à rien de juste dire c'est pas sympa, il peut pas rester. Le ministère de la Santé doit débloquer des moyens, et pour les préma, pour les grossesses patho, pour les femmes enceintes. Bref, il y a beaucoup de sujets sur l'hôpital, mais ça, on le sait. Donc évidemment Hamza, nos proches quand même qui étaient très soutenants. Et puis, quand tu me dis que j'ai trouvé la force de communiquer sur ce qui nous se passait, mais pour moi, c'était pas trouver la force, en fait, c'était une bouée. Je me suis complètement accrochée à ce moment-là, à ce que je faisais sur Instagram. Alors après, je le faisais pas en mode, je fais 55 stories en réa, regardez, ça sonne, c'est marrant. Enfin, c'était vraiment, j'essayais de le faire quand même de manière assez pudique, puisque c'est très compliqué comme moment. Tu te retrouves quand même face à un être humain qui est l'être que tu aimes le plus au monde, qui pèse 800 grammes, qui est entre la vie et la mort. T'es dans une salle avec 8 autres bébés, il y a des bébés qui partent. Donc, t'es confronté à la vie, la mort, les autres parents. C'est un moment d'extrême pudeur. C'est compliqué de raconter ça sans être voyeuriste, quoi. Moi, j'ai eu besoin de le raconter. Alors, je faisais attention à ce que je montrais. D'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, on avait beaucoup de discussions avec Hamza sur qu'est-ce que je montrais, parce qu'on ne voulait pas montrer des choses trop dures visuellement. Chose que je montre beaucoup plus facilement aujourd'hui, 2 ans après, parce que je me rappelle que moi, en réa, quand je ne savais pas si elle allait survivre, quand elle était en train de se faire réanimer ou quoi, qu'on devait attendre dans le couloir pour savoir si elle allait vivre ou pas. Je me rappelle qu'il y avait des panneaux de photos de bébés et tu les voyais à 800 grammes intubés, et ensuite tu les voyais à 3 ans. Et ça allait très bien, quoi. Et ces photos-là, c'est ça qui m'a fait tenir aussi. Et je me suis dit, voilà, si ça marche, je montrerai ces moments-là. Il faut montrer à quel point ça a été dur, parce que ça permet aux parents qui sont de s'identifier, de se dire, ok, là, c'est vraiment la merde, mais ça peut arriver. Ça veut pas dire que ça va arriver. Il y a plein de bébés qui partent, et ça veut pas dire que le combat, il est moins héroïque et qu'ils sont moins forts, mais ça donne de l'espoir dans un truc qui est complètement incertain. Et si tu veux, moi, le fait de raconter tous les jours, donc je faisais un peu les photos, elles étaient un peu cadrées de manière à ce que ce soit pas trop violent ou pas trop explicite. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai relu les premiers posts il y a pas longtemps, et tu comprends pas trop au début ce qui se passe. Tu comprends juste qu'il y a l'hôpital, mais tu comprends pas trop les enjeux. Mais je me disais, en fait, si aujourd'hui j'ai écrit, ça veut dire qu'aujourd'hui Sherazade a vécu, et que les gens savent qu'elle a vécu aujourd'hui, donc elle a vécu. Je sais pas ce qui se passe dans 3 heures, mais là, elle est vivante, en fait. Et ça m'a aidé à naviguer la situation et à affirmer contre vents et marées. Je convoquais le fait qu'elle était en vie et qu'elle vivrait, quoi. Je racontais. Et ça fait aussi écho, c'est marrant, à son prénom qui est Sherazade, qui est la conteuse des 1001 nuits, qui a sa vie qui est mise en danger toutes les nuits par le sultan, etc. Et en racontant des histoires, elle survit. Je me suis accrochée à cette histoire à 1000%, tu vois. Et ça m'a permis de naviguer la situation. Et d'ailleurs, tu lui racontais des histoires. Et je lui racontais des histoires, bien sûr, bien sûr. Donc c'est à partir de là que ton mantra, celui avec lequel tu trinquais peu de temps avant, mais prend tout son sens, donc « Allez l'amour ». Oui.
Comme un cri de guerre, paradoxalement, comme une incantation, surtout aussi. Alors, il y a des petits stickers qui ont fleuri devant le service des néonates. Ouais. Et évidemment, à ce moment-là, tu es loin d'imaginer ce qu'il est en train de se passer aujourd'hui. Donc, Allez l'amour devient une petite entreprise familiale pour l'instant. À quel moment tu as compris que ta vie professionnelle d'avant te correspondait plus et qu'il fallait te lancer dans cette aventure-là ? Le vrai tournant, ça a été le jour de mon hospitalisation, le 12 septembre 2020, mais que j'ai mis 2 ans à le comprendre. Parce que malgré tout, j'adorais mon job chez L'Oréal, enfin mes jobs chez L'Oréal. Malgré tout, L'Oréal est une entreprise qui m'a super bien accompagnée au cours de ma carrière. Il faut juste savoir que du coup, quand tu as un enfant prématuré, tu as un congé mat très long. Puis après, souvent, tu prends un congé de présence parentale parce que ton bébé est malade. Enfin, pas malade. Il a beaucoup de rendez-vous, notamment au CAMS, qui suit les enfants en situation de handicap. Donc, les premières années, en général, un des 2 parents est un peu obligé de prendre un congé. Grâce à L'Oréal, ça a eu un faible impact sur mon niveau de revenu. C'est-à-dire ils ont un système de prévoyance, un système de solidarité en interne. Et je me rends compte aujourd'hui en lisant beaucoup d'autres histoires à quel point c'est rare et à quel point je suis reconnaissante. J'ai mis du temps dans ma tête à lâcher L'Oréal parce que j'adore L'Oréal. Mais encore aujourd'hui, au moment où je te parle, j'ai adoré ces années, j'ai adoré ce que j'y ai appris, j'ai adoré les gens avec qui j'ai travaillé. Ça peut être dur parfois, le rythme est intense, mais les gens sont brillants. C'est les possibles, quoi. T'as du budget, t'as des gens qui sont motivés, donc tu peux faire beaucoup de choses. Et puis bon, moi, voilà, ça résonnait avec, tu vois, quand je vais au Festival de Cannes, c'était mon rêve, en fait, d'aller au Festival de Cannes. Au-delà des robes et des paillettes, tu vois, c'était Truffaut, c'était Godard, c'était Brigitte Bardot sur la Croisette. Enfin, ça fait résonance à toute une culture qui, moi, m'a beaucoup nourrie intellectuellement. Donc, ça a représenté tout ça. Donc j'y suis retournée, mais c'est en y retournant, quelques mois après la naissance de Sherazade, c'est en y retournant que là je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir continuer à tout faire, et L'Oréal, et mon activité sur Instagram, et ma marque Allez l'amour, que j'avais quand même déjà commencé un peu à lancer à travers des collaborations. Et donc à un moment il a fallu faire un choix. Et ils m'ont proposé des super jobs, sauf que j'ai 38 ans et que ce truc Allez l'amour, l'aventure entrepreneuriale, ça me tentait depuis un moment, mais j'ai jamais osé sauter le pas. Et là, ça s'est imposé à moi. Et en fait, ça s'est imposé à nous, quoi. Donc, pour répondre à ta question, j'ai un peu mené les 2 choses de front. Pendant mon congé mat, Allez l'amour a vraiment pris naissance, puisque Allez l'amour, comme tu le disais, c'était mon mantra. Je ponctuais pas mal de mes posts par ça, donc la communauté a commencé à me dire mais c'est sympa ça, tu voudrais pas nous filer tes stickers, parce que la vraie histoire de ces stickers, ceux que tu as entre tes mains là, oui, la chance que j'ai, il y en a 3 devant moi, je les attendais depuis longtemps. C'est toi qui l'as dessiné. C'est moi qui ai dessiné le logo, mais l'histoire, la vraie histoire, ça je veux bien la connaître. Ce logo, à la base, c'est pas du tout une histoire de prématurité ou de je monte ma boîte. La vraie histoire, c'est que moi, j'arrêtais pas de dire allez l'amour pour rigoler à mes copains, enfin tout le temps. J'étais là, allez on boit un verre, allez l'amour, quoi. Enfin c'était vraiment un espèce de motto, un truc un peu drôle que je disais tout le temps. D'ailleurs, je disais tout le temps quand je faisais des dates foirées, c'était très drôle à mes copines. Alors, t'as fait un nouveau date Tinder? Parce que j'étais beaucoup sur Tinder à l'époque avant de rencontrer Hamza en étant mère célibataire. Et travaillant beaucoup. Ça, alors celui-là, je savais, non, ça l'a pas fait, mais Allez l'amour, hein, on va y arriver un jour, on verra. Bref, c'était un peu une blague. Ouais. J'ai rencontré Hamza, on est tombés amoureux, et donc on s'est paxé. Et pour le pack, j'ai dit, trop drôle, on fait des stickers, des trucs Allez l'amour, parce que là, enfin, c'est quand même la boucle qui se boucle. Et on avait briefé un de ses copains graphistes, qui est un très bon graphiste qu'on adore. Et là, je suis passée en mode L'Oréalienne à lui faire 45 allers-retours. Donc Hamza m'a dit, Amélie, je t'aime, mais je ne veux pas perdre mon ami. Donc tu vas prendre une feuille et un stylo. J'adore. Tu vas arrêter de nous faire chier et tu vas dessiner ton Allez l'amour comme tu l'entends. Évidemment, le dessin final est très loin du brief, parce qu'au début, ça devait être une écriture déliée un peu enfantine, donc on est très très loin de ça. Mais on était contents de ce qu'on avait trouvé, et donc on a fait des stickers et des pins, mais pour nos copains, pour notre Pax, quoi. Et ça devait s'arrêter là. Et puis, l'histoire a commencé de marque, et c'est vraiment créé parce que les mois où on s'est retrouvés à l'hôpital, à Lyon, loin de chez nous, parce qu'on n'était pas transférable à Paris, enfin bon, bref, et qu'on allait tous les jours en réa. Moi, tous les jours, on était logés à la maison des parents, donc dans l'enceinte de l'hôpital. Et tous les jours, on devait traverser le parking à pied de l'hôpital pour aller rejoindre Sherazade en réanimation, sans savoir dans quel état on la trouverait. Tous les jours, je me disais, aujourd'hui, il ne faut pas que je lise le panneau service funéraire, parce que ça va me porter malheur.
Et donc, du coup, je me suis mise à coller des stickers un peu partout dans l'hôpital pour avoir ce message positif, tu vois. Et ça a été une bouée, comme Instagram a été une bouée, comme les petits mots des gens qu'on ne connaissait même pas, qui nous ont envoyés, ont été des bouées qu'on a accrochées. Notre mur de chambre d'hôpital était recouvert de mots de proches et d'inconnus. C'était aller l'amour, tout ça, tu vois. Donc, c'est là où ça a pris une dimension où je me suis rendu compte de ce que portait ce aller l'amour. Et dans le aller l'amour, c'est le côté on y va, on y arrive, on est ensemble, on surmonte. Mais t'as le aller qui m'intéresse. C'est pas juste vive l'amour, on s'aime, c'est super, c'est mignon, c'est cucu. Le aller, ça suggère il faut donner une impulsion, tu vois. C'est pas facile en vrai de survivre, c'est pas facile de faire famille, c'est pas facile d'aimer, c'est pas facile de rester en couple, c'est pas facile de se séparer non plus. Et tout ça, c'est des actes d'amour. Tu vois, même une séparation pour moi peut être un acte d'amour. Et c'est ça qui m'intéresse dans le aller l'amour, c'est à quel point il peut être universel et à quel point il peut parler de résilience, de surmonter des épreuves et du faire ensemble, quoi. Puisque tu parles d'amour, Hamza, on a vu, est très impliqué dans Aller l'amour, même ton papa d'ailleurs, qu'on a vu récemment. S'implique lui aussi, c'est un truc, une petite entreprise familiale, hein, c'est exactement ce qu'on disait. Il a quitté son job pour cette aventure-là, Hamza, ou c'est temporaire? Hamza va de plus en plus s'impliquer dans la marque. Il travaille dans une galerie d'art. Hamza, ça fait 8 ans qu'il travaille dans l'art. Tu vois, c'est vraiment sa passion, les artistes, développer le travail des artistes, présenter leur travail, dénicher les jeunes talents. Donc l'art, ça va rester sa passion. Et je pense qu'il faut qu'il continue d'une certaine manière à travailler là-dedans. Maintenant, évidemment, Aller l'amour, c'est aussi son histoire. Et donc, en parallèle, il s'y investit de plus en plus. Moi, là, j'ai tout lâché pour faire Aller l'amour à 100%. Et lui est encore dans une phase de réflexion. Et on se demande comment faire tout exister. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Aller l'amour, c'est très autour de nous, de Sherazade, de la prématurité, du message amour qu'on veut délivrer aux familles. Aller l'amour, c'est pour tous ceux qui croient que l'amour fait vivre. Et c'est déclarer, porter, partager votre amour. Déclarer parce qu'il y aura toujours le message à l'amour pour déclarer de l'amour. Porter puisque ce sont des objets qui portent de l'amour au quotidien. Donc ça peut être des vêtements, mais demain ça peut être un bijou, un parfum, enfin du soin. L'idée c'est vraiment d'aller diffuser de l'amour et partager parce que c'est une marque responsable. C'est-à-dire on produit de manière responsable avec quand on peut des matières recyclées ou avec des fournisseurs qui ont des certifications sur la manière dont ils font travailler leurs salariés ou sur le développement durable, l'éco-responsabilité. Et aussi, on soutient l'association SOS Préma, à laquelle on reverse, à partir de maintenant, on va reverser 1 euro par pièce vendue. Et l'idée, c'est de leur dédier une collection par an où on reverse 100% des bénéfices. On a trouvé ce mécanisme pour vraiment les soutenir toute l'année de manière beaucoup plus concrète, quoi. Dire X% du bénéfice, c'est un peu vague. Donc, je trouvais ça important de donner un montant pour chaque vente et ensuite un vrai soutien avec 100% des bénéfices sur une collection par an. Pour en revenir à ta question sur Hamza, il y a forcément un moment où il y aura des histoires d'artistes et d'art dans Aller l'amour. L'enjeu aujourd'hui, c'est plutôt de rationaliser, de trouver un business plan qui marche parce qu'on travaille beaucoup et on veut produire des choses qui soient au prix juste. C'est-à-dire on ne peut pas faire des prix Zara et H&M quand on veut faire responsable, mais on ne peut pas non plus aller sortir des hoodies à 300 balles. Parce que pour moi, l'amour, c'est quelque chose qui doit quand même quelque part se diffuser. Donc, il faut qu'on arrive à trouver notre bon positionnement et les bons produits à sortir et ensuite qu'on déroule, tu vois. Mais notre sujet là, c'est plus de rationaliser le business pour en faire quelque chose de viable et qu'on puisse en vivre parce que ça va être l'idée, vu que l'idée, c'est que c'est sur ça qu'on va se développer. Ça se développe, ouais, voilà. Donc, responsable et solidaire. On est au tout début de cette aventure. Comment vous travaillez ensemble? Il y a le créatif, le rigoureux. Comment vous vous organisez? Vous êtes complémentaires? Alors, Hamza et moi, on est très complémentaires, on a des profils très différents. Hamza, il a arrêté l'école très tôt. C'est quelqu'un qui a pas peur. C'est quelqu'un qui ose faire les choses, qui apprend beaucoup par l'expérience, qui est très doué de ses mains. Il a d'ailleurs été street artiste par le passé. C'est comme ça qu'il est rentré dans le monde de l'art, etc. Et c'est quelqu'un qui va pas se bloquer au premier problème. Il a un côté, on fait, on verra, on apprend, on avance.
Là où moi, je suis plus câblée. Alors, j'ai 2 parties dans mon cerveau. J'ai une partie très, très créative où je sais créer des choses, dessiner, raconter des histoires, avoir une DA, un œil, voilà, construire un univers. Mais j'ai mon autre moitié de cerveau qui est très classe prépa L'Oréal où je déroule des tableaux Excel, des trucs, des taux de marge, des machins. Toi, t'es complémentaire avec toi-même aussi. Oui, c'est ça, je suis complémentaire avec moi-même. C'est quoi les problèmes, les troisièmes, tu vois, c'est quoi le 3e problème qu'on va avoir pour le résoudre maintenant? Là où Hamza me dit, en fait, t'es chiante avec tes problèmes. Si on essayait et après on apprendra. Donc parfois mais en fait, c'est très complémentaire. Donc, comment se répartir les choses? Moi, évidemment, je fais toute la partie création, image. Et plus développement strat à long terme, business. Et disons que Hamza va beaucoup m'aider dans la partie production, logistique, régler des problèmes. Ok. Par exemple, s'il faut appeler Colissimo et Chronopost pour créer un compte Colissimo et Chronopost et définir les prix des envois, je vous jure que ça fait 1 semaine que je n'en dors pas. J'ai l'impression d'être débile, je ne comprends pas comment ça marche. Je ne comprends pas combien ça coûte d'envoyer un hoodie avec la poche. J'ai l'impression que je vais crever, je ne comprends rien. Et ça, il gère. Et ça, lui, il comprend. Donc, Okay. il le fait. Donc, je sais très bien, fais-le, parce que moi, j'ai peur. Et j'ai tendance à me noyer dans un verre d'eau hyper simple comme ça, parce que tout le monde utilise Colissimo pour envoyer des colis. Faut pas avoir fait Polytechnique pour le faire. Mais vraiment, j'ai des trucs qui bloquent. Là où lui, il va être, non, mais alors, tu te calmes, là, tu arrêtes de te faire des nœuds au cerveau, on pèse le truc. C'est le truc auquel tu faisais référence, mon papa. Hier, Hamza et mon papa ont passé la journée à peser nos produits pour savoir combien ça allait coûter de vous les envoyer. Donc sachez, si on rate les envois, on aura quand même essayé. Donc on se sera trompé, mais on aura mis toute la bonne volonté du monde pour que ça se passe bien. Qui est le plus important? Justement, est-ce qu'on peut avoir un avant-goût de ce que sera cette collection? Tu as commencé à en montrer un petit peu. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, ce que je peux dire, c'est que l'idée de cette collection, donc c'est la première collection Allez l'amour qu'on fait de A à Z. Jusqu'à maintenant, on a fait des collaborations avec d'autres marques qui nous ont aussi appris à comment on sort une collection, dans quel timing, comment on fait les choses de manière éco-responsable, qu'est-ce que ça veut dire en termes de coûts, etc. Donc, c'était très, très intéressant. Là, on fait tout nous-mêmes, donc on fait tout de l'envoi des paquets au City Shop, au shoot de la collection, à faire des protos, tout choisir, etc. Donc, je travaille beaucoup, j'apprends beaucoup aussi, ça rend humble. Après 12 ans passés dans une grosse boîte, je peux te dire que c'est pas mal aussi de remettre les mains dans tout et d'être toute seule et de te dire ah ouais, en fait c'est pas si simple que ça, ce que je demandais à certaines personnes avant, et ça calme bien et j'aime bien cet exercice-là, ça fait du bien. Donc ce que je peux dire sur Allez l'amour, c'est que là on sort notre première collection en tant que marque Allez l'amour, en marque propre, pour Noël. Donc, on a fait quelques stocks de pièces puisque nos fournisseurs avaient des quantités limitées. Donc, nous, on a parié sur certains stocks et certaines pièces seront plus en mode précommande. Donc, les ventes vont ouvrir le 6 novembre. On assure une livraison pour le 10 décembre. Et à partir du 10 décembre, on livre dans les délais normaux de la poste, quoi. Cette collection, en gros, c'est une collection pour tenir chaud, quoi, cet hiver. Et quoi de mieux que l'amour pour nous tenir chaud, surtout quand on nous demande d'éteindre le chauffage, etc. Je vais te dire, 19 degrés. Ça tombe à pic, je vous jure que vous aurez chaud. Et donc, il y a plusieurs pièces. Il y a des pièces adultes et des pièces enfants. En adulte, on a une doudoune qui est hyper chaude, blanche, avec le petit cœur sur le cœur et un petit poème brodé à l'intérieur, hyper mignon. On a aussi un hoodie qu'on appelle le hoodie Moumout. On est très fiers d'avoir trouvé ce nom de Moumout, on trouve ça très chic. Non mais j'adore. C'est vraiment le hoodie doudou qui va tenir méga méga chaud. C'est une Sherpa en fait, pour l'hiver, avec un tout petit Allez l'amour brodé en dessous du col, hyper joli. Et on a toute une collection de hoodies un peu plus classiques, avec des designs un peu sympas, Allez l'amour avec des cœurs et un petit poème, qui se décline en version adulte et en version enfant, ce qui nous permet en fait, tous ces produits sont éco-responsables dans le sens où ils sont faits et en polyester recyclé, en coton recyclé, en coton bio, et ce qui nous permet d'avoir différentes gammes de prix aussi, c'est-à-dire que la doudoune va être à un certain prix, là où le hoodie un peu plus classique sera plus abordable. Donc voilà. Donc il y en aura pour tout le monde. Il y en aura pour tout le monde. Et il y en aura au pied des sapins, d'un max de sapins. On l'espère. Ce qui est extrêmement émouvant dans tout ça, donc au-delà de ce nom génial qu'on adore, Allez l'amour, c'est que tu as fait une force d'une épreuve, que tu as puisé dans un moment particulièrement difficile de ta vie, la force d'entreprendre. Et ça, c'est un message essentiel.
L'amour triomphe de tout, en fait, c'est ça. C'est l'idée. Enfin, c'est ce que j'essaye de me dire tous les matins. Mais je peux te dire que c'est pas toujours évident. C'est-à-dire que lâcher un CDI chez L'Oréal pendant 12 ans, quand tu vis à Paris avec 2 enfants à charge et un loyer qui est un loyer parisien, c'est un vrai pari. En parlant de loyer parisien, Marseille. Cet été, je crois tu as évoqué l'idée que ce serait pas impossible. Pourquoi pas d'y vivre un jour. Mais ça fait des années. Mais Marseille, en fait, c'est pas. Moi, j'ai grandi à Bordeaux, donc tu vois, c'est très différent de Marseille quand même. Et ensuite, très vite, j'ai fait mes études à Reims et ensuite j'ai vécu à Paris. Mais c'est vrai que j'étais très très attachée à Paris. Aussi en étant mère célibataire, en ayant des gros jobs chez L'Oréal, etc. Aujourd'hui, le fait d'avoir quitté ces jobs-là ouvre un peu plus de possibilités. Donc on se pose beaucoup de questions avec Hamza. C'est clair que si on devait partir de Paris, en gros, ce serait Bordeaux ou Marseille. Mais ma ville de cœur, ce serait plutôt Marseille. Bon, il se trouve que mon papa vit à Marseille. Ouais, c'est ça. Tu as des attaches familiales aujourd'hui. Voilà, ouais. Il n'est pas très loin. Mais ça fait pas si longtemps que ça qu'il vit à Marseille, mon papa, en fait. Il s'est retrouvé à Marseille parce qu'il était haut fonctionnaire. Donc il a été muté à Marseille il y a quelques années et il est tombé amoureux à Marseille. Donc il est resté vivre à Marseille. C'est joli, tu vois, c'est aussi une histoire d'amour. Moi aujourd'hui, Marseille et Hamza aussi, dans les villes dans lesquelles on se sent bien en France, c'est une ville qui nous ressemble beaucoup. Elle est hyper multiculturelle. Il y a beaucoup aussi d'art, tout ce qui est Cité Radieuse, le Mucem. Et puis moi mon rêve c'est quand même de vivre en bord de mer quoi, le soleil, la mer et tout ça c'est quelque chose qui me manque au quotidien très très fort. Donc oui, c'est une vraie ville de cœur. La vraie question c'est comment faire quand tu lances ta marque et que tu as beaucoup de choses qui se passent à Paris, comment faire sans passer ta vie dans le train non plus. Donc mais c'est une vraie réflexion. Ouais. À suivre. Là, on enregistre à la Maison des Nines. Estelle nous reçoit gentiment, un endroit qu'on aime beaucoup. Toi, quand tu viens à Marseille assez régulièrement, est-ce que tu as des spots préférés que tu voudrais partager avec nous ? Ouais, j'en ai plein. C'est de venir dans ce quartier, la Noailles. Alors, je connaissais pas l'endroit où tu m'as amené aujourd'hui, que je découvre et que je trouve génial. Je pense que je vais y retourner souvent. Vraiment, allez-y si vous ne connaissez pas, c'est une super découverte. Mais je viens toujours traîner pas loin de Maison Empereur. En fait, j'ai un rituel quand je viens à Marseille, c'est d'aller chez Maison Empereur. C'est cette espèce de grand magasin, de grande quincaillerie qui date du début du 19e siècle, j'imagine, qui était pareil, une maison familiale où tu trouves tout, à peu près tout, sincèrement, ouais. Incroyable, que ce soit de la vaisselle, des produits ménagers, de ton petit savon de Marseille, aux jouets pour les enfants tellement mignons. Les eaux de Cologne aussi de la Maison Empereur, je les trouve incroyables. Et en fait, quand je vais dans ce magasin, je sais pas comment te dire, c'est une Madeleine de Proust. C'est-à-dire, j'ai l'impression d'être dans du Marcel Pagnol, en fait. Et j'ai une passion aussi pour Marcel Pagnol. C'est aussi ça qui explique, je pense, mon attachement à Marseille, c'est j'étais biberonnée à Marcel Pagnol quand j'étais enfant et j'ai regardé en boucle, j'ai pas juste lu le livre, mais regardé en boucle La gloire de mon père et le château de ma mère. Alors là, c'est une Madeleine de Proust. Donc j'adore venir autour de Noailles. Et puis Noailles, t'as Maison Empereur, mais t'as le marché juste à côté. Tu m'avais proposé l'idéal dans un premier temps aussi. Ouais. Chez Julia Samut, ouais. Absolument, hyper sympa. Et j'adore ce mélange d'ambiance. Tu peux avoir des endroits hyper chic, on pourrait qualifier un peu de bobo, hyper pointu, avec une jolie sélection, des jolies pièces, etc. Et 200 mètres plus loin, t'as le poissonnier du marché Noailles, quoi. Et les paniers à 10 balles, du petit bazar. Ça, j'adore ce type d'ambiance. Donc pour te répondre, je dirais 1, Noailles. 2, on aime beaucoup aller dans un endroit qui est pas vraiment dans Marseille, qui est un peu à côté de Marseille, pas loin de l'Estac, c'est au Méjean. C'est la calanque du Petit Méjean. Je sais pas si je devrais te donner le spot, je pense qu'Hamza va m'engueuler. Toi, t'aurais dû le garder parce que même moi, ça me dit rien. Ouais, et en fait, il y a plein de Marseillais qui connaissent pas. C'est un tout petit port et t'as un petit restaurant qui s'appelle le Mange-Tout où tu bouffes un peu des poissons frits. C'est hyper simple et tu prends des petits canots et tu vas te balader dans les calanques autour. C'est trop mignon et tu peux te baigner
en rentrant dans le port. Et t'as un petit chemin des douaniers aussi où tu peux te balader, une petite pétanque. Enfin, c'est un petit monde parfait. Donc ça, c'est un vrai spot secret. Et après, il y a les adresses que j'adore, mais qui sont très communes à plein de Marseillais. Il y a, quand j'arrive à y rentrer, le cercle des nageurs marseillais, parce que j'avais une copine qui avait un abonnement, donc on essayait de se faufiler, mais je trouve que cet endroit est extraordinaire. Après, on adore le Tuba Club, parce que le spot, il est incroyable. On adore aller traîner à Malmousque. Moi, aller me baigner à Malmousque et nager jusqu'à la petite île en face, là, avec Léonard. C'est un peu aussi un petit rituel. La pizza, l'eau à la bouche de la Malmousque, on adore. Mes restaurants préférés de ma vie, la Cantinetta et chez Otto, qui sont tenus par ma copine Stéphanie. C'est pas que parce que c'est ma copine, mais vraiment, c'est rituel. On y va tout le temps. Meilleur italien. Tu connais vachement bien. J'adore, en fait. Oui, j'adore cette ville, tu vois. Ouais. Tu vois, ma question suivante, c'était contre le Marseille bashing, on fait quoi? Mais j'ai envie de dire, contre le Marseille bashing, on t'écoute, en fait. Oui, il y a certainement encore beaucoup de choses à faire, mais je trouve qu'il y a une super dynamique dans cette ville, qu'il y a des endroits comme là où on est aujourd'hui qui s'ouvrent et qui laissent aussi la place à l'histoire, au mélange de cultures et à ce que chacun peut apporter. Et c'est important d'avoir ce lien social. Voilà, c'est ce qu'on retiendra de cet échange. C'est trop longue. C'était parfait, c'était pas trop long, c'était parfait. Merci de cette générosité en tout cas. Merci du temps que tu m'as consacré, tu vas rejoindre ta petite famille. Je te laisse le mot de la fin, si tu veux délivrer un dernier message ou ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit. Non, écoute, merci déjà de m'avoir invitée dans ton podcast. D'autant plus que je suis pas forcément marseillaise, donc tu vois, je me disais quelle est ma légitimité, mais vraiment j'en parle avec le cœur parce que c'est une ville que j'aime beaucoup et je trouve ça chouette de donner la parole à plein de gens d'horizons et de profils différents. Donc merci beaucoup. Merci aussi pour tes gentils mots sur Allez l'amour, ça donne beaucoup de force en moment de lancement et c'est hyper touchant de voir que des gens qui nous ont suivis sur une histoire très très personnelle et familiale continuent à nous suivre et ça nous entoure de bienveillance et de courage à un moment de notre vie où c'est aussi un pari qu'on prend de se lancer. Donc franchement, merci infiniment de m'avoir invitée, de m'avoir donné la parole et je suis trop contente de t'avoir rencontrée. C'est vraiment une trop jolie rencontre et bravo pour tout ce que tu fais et ton podcast qui est super et qui donne aussi à voir cette ville qui peut aussi parfois être controversée, etc., sous un œil un peu bienveillant, positif. Et c'est très Allez l'amour, je trouve, comme vibe. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à laisser des étoiles et des avis sur vos applis de podcast préférés. À très vite et d'ici là, portez-vous bien.